Salut tout le monde, bienvenue à ce 115e épisode du podcast Femmes de fer où je reçois Jessica Barker qui vient nous parler de son documentaire Maman, pourquoi tu pleures? On discute de dépression périnatale et c'est important de rappeler que cette discussion peut raviver des blessures. Je voulais vous avertir avant d'embarquer dans le balado parce que c'est une conversation totalement passionnée où l'on parle de l'importance de briser des tabous sur la souffrance des femmes, des mamans et de l'entourage. Le documentaire est disponible sur la chaîne Nouveau et sur Crave. Watch out, ça peut déclencher de grandes discussions entre amis, voisines et en famille. Tous les documents que l'on met de l'avant dans le balado sont disponibles dans la description de l'épisode. Et aussi, dernier petit rappel, je vous invite à vous abonner à l'infolette de Femmes de fer pour être au courant des prochaines entrevues. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Allô Jessica! Salut Sophie! Ça va bien? Ça va bien, oui, ça va bien. Là, on est installés, on est prête. Écoute, moi, je rentre tout de suite dans le sujet, Jessica, parce que ça fait, là, je pense que ça fait une semaine à peu près que j'ai fait la demande d'entrevue. Ce que tu viens de faire, le documentaire qui est sorti, tes entrevues, tout ce qui en ressort du documentaire que je parle, qui est « Maman, pourquoi tu pleures ?» est en moi, me bouleverse, me parle, mais aussi a déclenché des discussions incroyables avec je sais même plus combien de femmes autour de moi. C'est fou, la parole se libère, ça résonne. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein? Tu le sens toi aussi? Je le sens énormément, puis pour être très, très honnête avec toi, là, quand j'ai vu que tu sortais ce documentaire-là, puis que j'ai juste vu le titre « Maman, pourquoi tu pleures », je n'étais pas game de regarder ton documentaire. Ah oui? Qu'est-ce qui te faisait peur? Parce que c'est la question. Maman, pourquoi tu pleures? C'est la question à laquelle j'ai un fils de 3 ans et demi. Je ne veux pas que mon fils me pose cette question-là. Pas dans le sens que je cache mes émotions, mon fils me voit pleurer, mais ça déclenche beaucoup de choses en moi, cette question-là. C'est intéressant parce que c'était exactement cet angle-là que je voulais mettre de l'avant, le fait qu'un enfant se questionne par rapport à la souffrance de sa mère. Oui. C'était l'image du début du documentaire que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un 2 ans, d'un 3 ans, là, ce que tu me décris, ton fils, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il voit sa mère qui pleure, qui est désarçonnée, qui est supposée d'être sa sécurité, puis comment il peut gérer ça émotivement. C'était comme l'espèce de premier... filon, image, quand je me suis mis à écrire le projet que j'avais en tête. Puis le titre, c'est la réalisatrice qui l'a trouvé. En toute honnêteté, au début, ça s'appelait la boîte de Pandore parce que c'est comme une boîte que personne veut ouvrir, mais qu'on est pogné qu'une fois qu'on a l'information. Moi, je me suis sentie de même après ma rencontre à Sainte-Justine quand ils m'ont dit il n'y a pas de protocole, on ne sait pas trop comment gérer ça. Puis là, je me suis assise dans mon auto, je vais m'en rappeler toujours, ça fait 3 ans. Là, je me suis dit, hey, je suis pognée avec la boîte de Pandore, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Ouais. Parce que là, je lis l'information, fait qu'il faut que le Québec le sache, tu sais. Je me sentais vraiment, je me suis prise d'une mission. Parce que quand tu sais les choses, puis, tu sais, j'avais la force, j'avais le désir, j'avais l'élan, assez de distance, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Parce que comme je parle pas de moi nécessairement, ça résonne différemment, je trouve, tu sais. Beaucoup de quêtes dans les documentaires, puis c'est bien correct, ça part de quelque chose de très personnel, tu sais, il y en a beaucoup qui ont été faites dernièrement. Là, c'est comme l'information que moi j'ai, puis que là, je veux que ça change, tu sais, c'est comme un autre moteur, en fait, c'est ça que je veux dire. Oui, parce que je crois que si ça avait été quelqu'un qui a vécu ça de très près, ça aurait été bouleversant, ça ouvre des traumas, des blessures. Puis tu sais, je pense que c'est important, puis je vais le dire en intro, mais que cette discussion-là peut ouvrir énormément de questionnements, peut raviver des traumas, des blessures, des émotions vraiment pas faciles. Et puis en fait, moi, c'était un peu ça que
que ça m'a fait, ce documentaire-là. Je me suis dit, je suis game de l'écouter présentement, là, parce que ça fait partie de moi, tu sais, beaucoup ce questionnement-là, et beaucoup de femmes autour de moi. Et étrangement, ça fait partie beaucoup de femmes, mais on s'en parle pas, mais nos yeux parlent. Puis moi, je trouve que pour côtoyer des femmes, que ce soit dans ma vie, j'ai 3 sœurs qui ont des enfants, mais que ce soit juste de même à la garderie, à 5 heures, on va tous chercher nos enfants, ou on se croise dans la rue en poussette. Nos yeux parlent dès qu'on y porte attention. Il y a quelque chose, on le sait, on se comprend. Puis même de t'en parler, c'est très émotif. Ton documentaire, bref, je veux vraiment te dire merci énormément d'avoir fait ce documentaire. Et pour l'avoir dit à une de mes sœurs, je crois que tout le monde devrait écouter ce documentaire-là, pas juste les femmes, les hommes, puis essayer d'ouvrir cette discussion-là le plus possible. Ouais, puis aussi même les gens d'une autre génération, tu sais, nos parents, tu sais, moi, ça a beaucoup bouleversé mes parents, ça a amené des conversations qu'on n'aurait pas nécessairement eues. Ma mère, tu sais, m'a spontanément dit, ah, mon Dieu, c'est tellement quelque chose que j'ai pas vécu dans mes grossesses puis dans mes maternités, mais je réalise que certaines de mes amies, tu sais, c'est comme si il y a comme plein d'images qui nous viennent à cause de cette conversation. On a tous un peu pas le goût d'aller, mais on sait qu'il faut qu'on y aille d'une certaine façon, tu sais, puis qu'à partir du moment où on le fait, puis on nomme peut-être le malaise, tu l'as dit, tu sais, je deviens émotif, tout ça, ben c'est bien correct. On est tout ça, l'être humain, ça fait partie des choses qu'on est. On est déstabilisé, on est émotif, on est fragile, malgré le fait que ton podcast ça s'appelle Femme de fer, mais on est fragile, tu sais, on est fragile. Puis c'est beau cette fragilité-là, tu sais, faut pas justement la tasser, tu sais. Je pense qu'au contraire, faut la célébrer. Puis tu sais, une des choses que ça m'a montré aussi, c'est à quel point, malgré toutes les épreuves que les femmes qui sont dans ton documentaire vivent, qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur vie avec leurs enfants. Tu sais, tu dis femme de fer, oui, c'est fort, mais en fait, toutes leurs épreuves me montrent à quel point elles étaient fortes et elles sont fortes. Et ça m'épate à chaque fois. Puis je te raconte encore une autre histoire de moi quand j'ai accouché, puis ma petite sœur avait accouché il y a pas longtemps ou elle allait accoucher aussi, elle a eu plusieurs enfants. Elle me dit, tu sais, quand t'accouches, tout de suite après, tu dis, il n'y a plus personne qui peut me dire que je suis pas forte. J'ai accouché. Fait qu'il y a rien, il y a plus rien de plus fort que ça. Tu sais? Non. Mais ce feeling-là est indescriptible. Sauf que c'est là, je trouve que c'est assez flagrant, cette force-là des femmes. Ah, tellement. Écoute, c'est tellement une image forte, tu sais. On visite des zones dans moi, je trouve la grossesse et l'accouchement, là, tu sais, parce que la grossesse aussi, c'est quand même toute une épreuve, là, tu sais. Fait qu'à travers tout ça, on visite des zones puis on se rend compte, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. Qu'est-ce que notre corps réussit à faire, la transformation, la création, tout le boost hormonal. Puis là, en plus, au milieu de tout ça, on travaille, on a d'autres enfants, on est dans tellement de choses. C'est fou, tu sais. Mais justement, faut pas, c'est intéressant, tu sais, faut pas non plus valoriser ça, le fait qu'on est si donc capable, parce que je pense que ça fait partie des problèmes qui peuvent déclencher de l'anxiété puis des problèmes de santé mentale, parce que justement, on n'est pas capable de passer à travers tout. On est plein de contradictions, on est plein de vulnérabilités, puis c'est ça aussi qu'il faut mettre de l'avant puis accepter, tu sais, de belle façon, là. Façon positive, là, pas du tout faible ou n'importe quoi. Non, être vulnérable, être sensible, se questionner, c'est magnifique. Ça fait partie des choses importantes que même la masculinité essaye en ce moment de valider puis de mettre de l'avant, parce que les gars se rendent compte à quel point ça fait partie des choses importantes dans l'être humain. Tu sais. Oui, absolument. C'est intéressant ce que tu parles, parce que je pense qu'une des phrases qui, moi, m'est toujours restée en tête quand j'ai eu mon enfant, mais que pour en parler à beaucoup de femmes depuis le
début, le fait qu'on est forte, qu'on est donc capable de faire les choses, qu'on est donc capable de faire 30 000 affaires. Et Cathy Gauthier, dans ton documentaire, elle l'a dit tellement, elle a dit, tu sais, moi, je me voyais là, avec mon apron, avec mes muffins, puis des anges qui sortent de... Puis je me dis, mais c'est tellement ça, on a tellement l'impression qu'on est capable de tout faire, qu'on est non seulement bonne à peu importe qu'est-ce qu'il y a dans la maison, mais à job, puis avec ci, puis avec ça, on est en contrôle de tout, qu'un moment donné, c'est là que ça pète. Puis la phrase que moi me restait toujours quand je me sentais pas bien, c'était « Ouais, mais les femmes accouchent depuis le début des temps. Là. Fait que qu'est-ce que moi, je suis là pour aller me plaindre de quelque chose? » Puis je pense que ça est le résultat de toute cette pression-là qu'on se met. C'est-à-dire, ouais, mais tout le monde, les femmes accouchent. Fait que pourquoi moi, là, ça marcherait pas? Ben, en fait, moi, je trouve que c'est super intéressant qu'est-ce que tu dis, puis ça fait partie des éléments qu'il faut déconstruire, je pense, dans l'imaginaire collectif. Tu sais, je sais pas c'était quoi la réalité il y a 100 ans d'une femme, d'une famille, tu sais, c'est difficile pour moi de se projeter. Fait que je veux pas que les femmes se culpabilisent si justement elles vivent des vertiges, elles vivent de l'anxiété, elles vivent de la dépression. Puis sincèrement, je pense que ça a toujours été, je pense que ça a toujours existé. Je pense pas que c'est le mal de maintenant. Je pense qu'au contraire, là, on le nomme, on l'accepte, mais les femmes, il y a 100 ans, il y en avait qui vivaient très bien leur première année de vie, puis il y en avait qui vivaient très mal, puis tout ça a le droit d'être. Tu sais, c'est ça aussi, tu sais, pas se comparer, pas vouloir être justement, comme tu dis, « mais les femmes ont toujours accouché. » Ouais, je comprends, mais moi, c'est pas ça mon histoire, puis moi, je me sens pas de même, puis elle est valide pareil, mon histoire. Tu sais, elle a pas... il y a pas de hiérarchie, tu sais, c'est comme... Il y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Tu sais, qu'est-ce qui va te faire souffrir toi? Qu'est-ce qui va me faire souffrir moi? Il y a juste de l'empathie et de la bienveillance qui va faire la différence, je pense, tu sais, sincèrement. Parce que qu'est-ce qui te fait mal, qu'est-ce qui me fait mal? Chacun, on a nos traumas, notre sac à dos, comme je dis tout le temps, comme image, puis qu'est-ce qui va nous triggerer? Tu sais, ça, c'est un autre élément. Ça, je pense que c'était une des premières fois que un documentaire de Belle Cause mettait de l'avant un trigger warning en ouverture, tu sais. Puis c'était super important pour moi de le faire parce que eux autres, au début, ils questionnaient, ils disaient, mais on dirait que tu vas faire peur aux gens. Je dis non, au contraire. Je dis, moi, ça m'allège. Moi, je trouve qu'il faut mettre ça de l'avant. Puis si t'es pas dans... Il y a tellement de femmes qui m'ont écrit, je te le dis, pour me dire, hey, je suis pas capable de le regarder. Puis j'étais là, mais regarde-le pas. Écoute-toi, choisis-toi. Puis si un jour t'as le goût, tu le regarderas, puis si jamais, ça arrive jamais, c'est pas grave, tu sais. Au moins, tu sais que cette conversation-là, elle existe. Tu sais, moi, c'est ça qu'il me disait. Il me remerciait, les femmes. Ah, enfin, mon histoire existe dans l'espace public parce que, tu sais, c'était ça aussi qui me faisait plus de peine, que ça existe nulle part, tu sais. Pas de bon sens que ça existe nulle part, cette réalité-là, alors qu'elle est partout. Partout. Tu sais, moi, dans les chiffres que tu m'as partagés et qu'on a, tu sais, je pense qu'on a une certaine vision aussi dans ton documentaire de c'est quoi le processus quand on est, enceinte, toi et moi, on le sait dans le sens qu'on passe à travers une batterie de tests, de prise de sang, tu sais, de tout ce qui se passe au niveau corporel. Tellement. Et combien de fois on se posait la question, toi, là, comment ça va, là? Toi, ça t'est arrivé combien de fois? Ben, pas. En fait, j'ai un souvenir de l'infirmière qui est venue, mettons, moi, j'ai eu une césarienne. Fait que là, il fallait qu'elle enlève mes broches, tu sais. L'infirmière du CLSC est venue, m'a enlevé mes broches, a regardé mon bébé, elle l'a pesé. Elle m'a peut-être demandé comment ça va, mais tu sais, j'ai pas senti qu'elle grattait, là, tu sais. Fallait qu'elle mette une note à son dossier de « j'ai posé la question ». Mais tu sais, puis en toute honnêteté, tu sais, je les comprends. Parce que le problème, c'est que quand ils disent trop intensément comment ça va, puis que la maman, elle craque, ben, ils sont devant un vide, tu sais. C'est ça aussi qui est rushant. Parce que là, c'est quoi? Tu te retournes, tu t'en vas au CLSC, qui est première ligne, qui va être le premier répondant. Mais là, il n'y en a pas de psy. Il n'y en a pas de psy. Il n'y en a pas de disponibilité. Il y a juste des listes d'attente. Mais qu'eux autres, on dirait qu'ils veulent pas l'avoir. C'est comme la boîte de Pandore. Ils veulent pas l'information. S'ils le savent pas, c'est correct, tu sais. Fait que ça fait partie des affaires qui vont devoir changer absolument, là, parce que ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. On peut pas laisser des femmes en souffrance puis pas leur offrir des traitements, tu sais. Ça me fait vraiment, ça me bouleverse. Puis
le ministre Carman vient d'annoncer de l'argent en santé mentale. On était tous excités. On se textait, l'infirmière de Sainte-Justine, puis tout ça. Ouais, mais il n'a pas investi dans des psychologues. Il a dit que la plupart des gens n'avaient pas vraiment besoin d'un psychologue, qu'une infirmière, une travailleuse sociale pouvait faire la job. Il a vraiment banalisé la souffrance. Puis je trouvais ça particulier parce que j'ai envie de dire, je vais te montrer ma boîte de courriel, monsieur le ministre, là, moi, de la souffrance, là. J'en reçois au quotidien, là, puis des gens qui savent pas où se garrocher, tu sais. On a beaucoup de chemin à faire encore, beaucoup de chemin à faire. Puis là, on s'en va dans une autre lignée, mais si on parle de la disponibilité des psychologues, tu sais, moi, je trouve qu'une des choses qui est importante de mettre de l'avant, c'est de dire, tu sais quoi, il y a des moments dans la vie où tu as besoin de support. Il y a des moments dans la vie où tu as juste besoin là, que quelqu'un t'écoute pendant 1 heure pour pleurer. Exact. Fait que c'est pas une question de dire, là, j'ai besoin d'être soignée, j'ai une plaie ouverte. Comme Cathy a dit, tu saignes pas des yeux. Non. Tu as juste besoin peut-être de pleurer un moment, puis juste ça va faire la différence dans une vie. Puis si c'est pas de pleurer, c'est juste d'aller dire que tu n'es plus capable parce que tu dors pas ou parce que tu n'es pas capable de faire la vaisselle. Tu sais, il y a juste... Puis même, tu sais, il y a plein d'affaires aussi, tu sais, qui sont tabous, tu sais, de nommer, finalement, j'ai de la misère à créer mon lien d'attachement. Je pensais pas que c'était ça la maternité. Je trouve ça plate. Tu sais, j'ai plein de témoignages. Je trouve ça plate d'être avec un bébé. Je pensais que je serais prête, j'haïs ça. Mais ça aussi, ça peut exister. Tu sais, tout se peut. Tu sais, ça veut pas dire que tu l'aimes pas, ton enfant, mais ça peut vouloir dire, par exemple, que c'est pas ce que tu pensais, tu sais, que ton schéma mental du chemin que tu t'étais fait, puis tout ton rapport, c'est pas ça. Fait que là, tu vis des contradictions, des émotions bizarres, puis t'as besoin de parler à un psy, tu sais. Oui. Je veux dire, c'est nécessaire, là, quand tu vis ça. Tu sais, l'ouverture, si je parle par expérience personnelle, moi, le moment où j'ai pris la décision parce que j'étais au bout du rouleau de dire, c'est ça. Dans ton documentaire, il y a une femme qui dit, moi, je me suis amenée à l'hôpital. Ouais. Moi, je me suis dit, moi, faut que j'aie quelqu'un, là. Tu sais, mon mari, un moment donné, là, il a beau m'écouter, mais c'est pas un spécialiste. C'est pas à lui à prendre ma souffrance. C'est pas à lui, parce que lui aussi, faut qu'il survive, faut qu'il fasse ses choses. Tu sais, si on est les deux à terre, on n'avance pas plus. Les deux sont en train de se caler, en fait. C'est l'image de... À un moment donné, quand tu es dans une situation de même puis que ça va pas, c'est vraiment l'aide extérieure. Puis un spécialiste aussi. Oui. La médication, éventuellement, ça, c'est une autre affaire à normaliser. Je veux dire, une femme qui souffre, qu'elle prenne des antidépresseurs, qu'est-ce qu'on veut? On veut une mère qui est capable de fonctionner, qui va s'occuper de son enfant, pas une mère en souffrance. Pourquoi on juge ça encore maintenant? Tu sais, moi, j'ai eu à ma 2e grossesse, un diagnostic de diabète de grossesse. Fait que là, il fallait que je me pique, OK, à l'insuline, là, des seringues dans les cuisses, puis tout le gros kit, puis tout ça. Ça, personne juge ça. Ça, là, les gros shots d'insuline, là, on sait pas trop ça fait quoi au bébé, il y a pas trop de recherche là-dessus, mais ça, c'est normalisé au bout. Mais un petit antidépresseur, ça, c'est vraiment jugé, puis on aimerait mieux pas aller là. Puis comment ça se fait qu'une mère, est pas capable de gérer ce qui se passe dans sa vie après avoir accouché, alors que je me rappellerai toujours d'avoir eu une conversation, avec un spécialiste de la santé qui m'avait dit, tu sais quoi, Sophie, un accouchement, c'est si on parle en termes de gars, là, c'est une commotion cérébrale au football. Ça, c'est un accouchement. Puis pendant 6 mois, techniquement, t'es en commotion. Puis il m'avait dit, après, si tu décides d'allaiter, tu allonges ton temps de commotion. C'était écœurant comme image. J'adore! Ça m'a flabbergasté quand tu m'as dit ça. J'ai braillé dans sa face quand il m'a dit ça, mais j'ai fait, enfin, comme quelqu'un m'a dit, OK, mais tu sais, c'est normal que tu te sentes rentrer dedans parce que c'est ça qui s'est passé avec ton corps. Du jour au lendemain, tu accouches, ton corps qui s'est formé pendant 9 mois, paf, il n'y a plus rien. Puis là, tu as un bébé dans les bras, puis tu allaites, puis c'est normal que tu te sentes dépassé. Wow, écoute, imagine si ça, tu partais jour 1 là, dans ton test de grossesse avec ça dans ta poche arrière. Oui. Toutes tes attentes, le regard, la pression que tu te mets justement de recevoir du monde, puis tout ça, non, j'ai une commotion, je suis en train de passer au travers quelque chose de fucking difficile, puis je sais pas comment je vais me rendre au bout. Là,
toute la conversation est différente, là. C'est fou! Il y a personne qui veut venir souper chez vous. T'es en train de... Tu te relèves d'une commotion. Ouais. C'est fou comment cette discussion-là peut être tabou et quand on l'ouvre, tout peut sortir parce que chaque femme a une expérience aussi différente de la grossesse. Exactement. Puis tout le monde est surpris. Tu sais, ça, c'est l'autre élément. Tu sais, moi, en toute honnêteté, j'aime pas vraiment les bébés dans la vie, OK? Genre, ça m'intéresse pas. J'étais la fille qui prenait jamais les bébés de mes amis. Genre, j'avais jamais changé de couche. Tu sais, j'ai pas ce côté... Tu sais, j'avais pas de poupée quand j'étais petite. Je la traînais par le pied, puis j'avais un peu envie de la sacrer au bout de mes bras. J'avais une poupée, mais pourquoi, tu sais? Fait que j'avais pas du tout cette énergie-là. Fait que là, quand je me suis retrouvée à être enceinte puis à attendre mon bébé, je me disais, hey, tout d'un coup, je me sens de même, tu sais, ça m'inquiétait, tu sais, j'étais là. J'ai capoté, je suis tombée en amour, puis je suis devenue une catineuse, tu sais, mais j'étais la première surprise, tu sais, j'aurais jamais imaginé ça de moi. J'ai la première couche, je l'ai changée à Sainte-Justine, j'ai dit à l'infirmière, j'ai viens m'aider, je sais même pas comme de quel bord ça se met, tu sais. Ils nous regardaient comme si on était des débiles, mon chum puis moi. Ben oui, ça se peut. Ouais. C'est pas parce que je suis une femme que je sais comment mettre une couche, puis c'est pas parce que je suis une femme que je sais emmailloter un enfant. J'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais. Comme qu'il y ait plus d'empathie puis de bienveillance, je trouve, autour des mamans, là. Je trouve qu'on prend pour acquis qu'on sait tout, mais on sait pas, tu sais. Puis il y en a qui le savent, puis good for them, tu sais. Ouais. Et que c'est naturel, mais il y en a qui c'est plus comme étrange, là, tu sais. Moi, j'avais plus de relations avec... j'avais eu plus de relations avec des chiens qu'avec des bébés. Je suis madame chien, tu sais. Ouais. Fait que c'est bizarre quand on y pense. Tu disais que quand tu as rencontré les gens à Sainte-Justine, tu t'es dit, je suis avec une boîte de Pandore, là. À partir de ce moment-là, ça a été quoi ton filon? Qu'est-ce que tu voulais aller chercher de ce côté-là? Ben, je voulais enlever ce côté que j'avais comme en ma possession un secret que personne voulait avoir. Fait que j'ai fait, je vais le prendre de l'autre bord. Puis quand on a travaillé avec la réalisatrice, c'est des éléments qu'on a mis de l'avant. Je me suis dit, oui, je vais aller loin. On va avoir des conversations vraiment deep. On va parler d'idéation suicidaire, on va parler d'avortement, de psychose. On va aller loin, mais on va le faire d'une façon douce, d'une façon belle, puis d'une façon tendre. C'était vraiment ça que je voulais, tu sais. Je voulais pas crier, je voulais pas brasser la cage. Je me suis dit, on dirait que j'ai l'impression qu'en passant par l'autre bord, on va plus m'écouter. Puis des fois, j'ai l'impression que j'ai une maudite bonne intuition. Ouais. Parce que t'es pas revendicatrice. Non. Tu nous exposes les faits, puis juste ça, c'est assez, suffisant. C'est assez pour ébranler. C'est qu'en fait, c'est ça. C'était la puissance, en fait, de cette affaire-là. C'est que, OK, ben, je vais les mettre en avant. Puis là, c'est sûr que ça confronte, tu sais. Je veux dire, là, moi, je me fais envoyer des captures d'écran par des gens, naître et grandir, tu sais. Ils n'avaient pas parlé de dépression depuis 2015. Fait que là, ils ont fait une mise à jour, genre le lendemain de mon passage à Tout le monde en parle. C'est quand même intéressant, tu sais. Puis ils ont vraiment étoffé leur article sur ça, puis mettre de l'avant des ressources, puis tout ça. Tu te dis, aïe, depuis 7 ans, il y a personne dans Naître et grandir que ça, c'est à tous les mois. C'est la famille Chagnon qui s'occupe des enfants. Il y a personne qui parlait de santé mentale périnatale. C'est quand même grave, là, tu sais. Fait que je sens que ça va faire son chemin, le prochain. Mieux-être, là. Mieux vivre, là. Mieux vivre, ouais. Ouais, ils vont-tu comme changer? Ça va-tu être comme 50 pages de santé mentale puis 50 pages d'accouchement, comme j'ai demandé, tu sais, parce qu'à un moment donné, il va falloir l'équilibrer, tu sais. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait une page. Tu sais, c'est une intuition que j'ai eue. Je dis, voyons, il me semble qu'il n'y avait rien là-dedans. Je me suis garochée, l'acheter. Puis là, je tournais les pages puis j'étais là, Colin, c'est vrai, je m'en rappelle, il n'y a rien, il y a une page, tu sais. Puis quand tu te le fais donner, ça, tu sais, moi, je me suis dit, je vais le lire. Là, tu lis, tu regardes, moi, il y avait des post-it, c'était entouré. Écoute, la première de classe, là, tu sais, je l'ai toutes lues. Même là, chose. Même chose. J'étais comme page par page. OK, on est rendu là, il va faire ci. Puis là, je me posais plein de questions, puis ci, puis ça. Il y a une place sur le bébé secoué, je pense. Ouais. Le baby blues, en fait. Ouais. Oui, OK. Un peu, mais tu sais, il parle autant de dépression... des pères que des mères, tu sais. Puis t'as envie de dire, hey, come on, tu sais, le pourcentage n'a pas rapport. C'est sérieux. Tu peux pas mettre 4 lignes sur les gars puis 4 lignes sur les filles, tu sais. Je veux dire, les chiffres le montrent, là. Il y a un déséquilibre puis je le comprends pas pourquoi, parce que, sincèrement, on va tous s'entraider, là, si les mères vont bien, là, si les femmes sont pas en train de
de traîner une dépression non diagnostiquée puis faire qu'ils sont en arrêt de travail pendant 5 ans, tu sais. Parce que c'est ça qui arrive, là. Ouais. Ouais. Il y a des vraies conséquences à long terme, là, parce que les femmes sont pas soignées puis sont pas diagnostiquées. Ça, je comprends pas qu'ils le catchent pas, tu sais. Parce que, encore une fois, quand on parle de dépression, c'est l'invisible. Donc, c'est se dire, ben, au pire, je te donne une pilule puis c'est réglé, tu sais, c'est beau, là. T'as mal à la tête, tu prends un Advil puis that's it, là. Fait que, on veut pas trop parce que on comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ah, t'es fatigué? Ça prend combien de temps avant que tu sois plus fatigué? Dors. Tu sais, c'est comme, il y a pas de marche à suivre, tant chez les gens qui font des burn-out parce qu'ils travaillent ou peu importe, que là, la maman qui se relève, tu sais, de dire, ben, écoute, quand est-ce que tu reviens travailler? Parce qu'on a besoin de toi, là. Quand est-ce que tu as le temps, toi, prendre le temps pour toi, de te soigner et de se dire, ben, mon patron va comprendre. T'sais. Ben, si elle n'existe pas dans l'espace public, il n'y a personne que ça, tu sais. Puis après ça, un patron va comprendre quoi à ça, je le sais pas. Parce que, tu sais, il peut pas prolonger ton arrêt de 1 an si tu n'as pas un diagnostic, mais là, tu n'en auras pas de diagnostic. Fait comment les assurances peuvent patcher? Tu sais, il y a beaucoup de choses là, que, tu sais, j'aurais pu faire 6 heures, là, on se comprend, là, parce que, tu sais, tout ce volet-là d'assurance, de technicalité concrète, la réalité, c'est que les femmes s'appauvrissent, retournent pas au travail, payent un psychologue au privé à gros prix. Ouais. Puis après ça, c'est des conséquences à long terme parce que si tu as fait un plus long arrêt, ben tu perds des opportunités dans l'avancement de ta carrière, dans plein d'affaires. Tu sais, il y a comme il y a beaucoup de couches, là, je te dirais, dans toute cette... c'est ça, tu sais, c'est la pointe de l'iceberg, là, mais tu dis, si tu grattes en dessous, là, tu sais, je veux dire, ce qui se passe avec les CPE aussi en ce moment, là, qu'il n'y a pas de place, puis il y a plein de femmes en ce moment qui font des pauses puis qui capotent. Tu te dis, voyons, on est au Québec, tu te bats pour avoir une place en garderie pour retourner travailler, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, tu sais. Il n'y a aucune logique là-dedans, tu sais. Puis en même temps, ben là, encore une fois, tu sais, qu'on ne mette pas l'importance de dire, ben on va s'occuper des femmes qui ont besoin de retourner au travail, mais on va s'occuper aussi des gens qui s'occupent de nos enfants. Exact. C'est tout ensemble. On est tous ensemble là-dedans. Puis toute cette partie de cette discussion-là, puis de point de départ en partie et de ce dont on parle dans ton documentaire, quand tu as trouvé les femmes qui ont témoigné dans ton documentaire, là, est-ce que ça a été difficile d'aborder ces choses-là ou elles étaient prêtes à faire comme non, là, faut que j'en parle? Elles avaient vraiment le désir de prendre la parole, puis c'était spontané, puis la conversation était tout de suite engagée, comme on peut vivre toi puis moi en ce moment, parce que le besoin de le nommer, le besoin d'avoir un espace pour ça, tu sais, je veux dire, ça a tout été des cold calls que j'ai faites, là. Allô, je travaille sur un documentaire, il y en a une, j'avais lu son livre, l'autre, c'est une référence d'une amie, puis à chaque fois, là, c'était comme, enfin, oui, quand? À quelle heure? Tu sais, c'est pas, tu sais, j'ai pas tordu le bras à personne, là, au contraire, là, tu sais, c'était comme, écœurant, je suis tellement contente qu'enfin cette parole-là existe, tu sais, parce que les autres aussi, c'est ça qu'ils me disent, là, le film est sorti, là, il y a un regard différent même de leur entourage, c'est comme s'ils comprennent en le contextualisant, puis en mettant ça tel que c'est-à-dire une femme sur 5, plein de réalités différentes, toutes des histoires différentes. OK, ce que tu as vécu finalement, ça a quasiment mis un saut de validité sur le drame que ces femmes-là, qui étaient quand même des gros drames en plus. Vraiment? Puis leur entourage avait un petit, pas de doute, mais toujours un peu, ben comme tu as nommé, ben là, tout le monde accouche, tout le monde on dort pas, tout le monde, tu sais, non, là, on n'est pas là, je suis pas fatiguée, je suis pas bien, j'ai un débalancement chimique, il faut que quelqu'un s'occupe de ma tête. Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de Fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Quand tu avais en possession là, tout le matériel, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit je m'en vais trop loin ou tu n'as jamais lâché le morceau? Non, puis j'avais confiance. On dirait que cette parole-là, elle allait résonner. Là, c'est au-delà de mes espérances, mais j'avais vraiment un feeling
Tu sais, c'est comme un moteur. Puis tu sais, tout ça, c'est un peu ésotérique, là. Tu sais, t'es dans la création, t'écris des affaires, là. Tu sais, quand j'ai découvert la chanson de Marie-Lou 3 fois par jour, tu sais, qu'elle a écrit ça avant, puis que j'étais là, tous les mots qu'elle disait, c'est les mots que les femmes disaient. Ouais. Tu sais, c'est comme ma maison est froide, je suis malade, tous des sentiments. Tu sais, écoute, je te le dis, j'ai des frissons. Ben, moi aussi, tu vas pas, j'en ai des frissons, cette chanson-là. C'est incroyable, tu sais. Puis là, j'ai écrit à Marie-Lou encore une fois. Puis là, j'ai dit, Marie-Lou, ta chanson, je fais un documentaire sur ça. Puis là, elle faisait juste mettre des bonhommes qui pleurent. Tu sais, elle était même pas capable de mettre des mots. Elle dit, enfin, on va parler de tout ça. Tu sais, c'est comme, on était rendu là, puis ça fait du bien. Ça apaise. Je sens que ça apaise. Puis ça, là, première fois de ma vie, je fais un documentaire, puis je vis ça, là. Je suis vraiment contente, là. Je suis vraiment contente, tu sais. Qu'est-ce que ça stimule en toi, justement, c'est ça? Ben, ça stimule beaucoup de choses. Tu sais, c'est sûr que j'ai une revendicatrice. Fait que là, je me dis, il va falloir, à un moment donné, que j'aille à Québec, puis il va falloir qu'il écoute mon documentaire. Puis, tu sais, pour moi, c'est le début de cette quête-là. Tu sais, ça peut pas se terminer juste de belles causes. Puis, tu sais, il y a comme des conversations. Tu sais, je vais faire des suivis à Sainte-Justine. Il faudrait que ce que Grand Ours a créé, ce que Sainte-Justine a créé avec le projet Grand Ours, il faudrait qu'il y en ait dans tous les hôpitaux du Québec. Oui, puis excuse-moi, là, je te lance ça, là, mais tout de suite, quand j'en ai entendu parler dans ton documentaire, je suis allée voir, quand on accouche, tu sais, on a 30 000 pamphlets, 30 000 affaires, qui devraient être là-dedans. Ça devrait tout de suite faire partie de ma trousse de départ de Sainte-Justine. J'ai le projet Grand Ours dans les mains. Puis 2, tout le monde, dans tous les hôpitaux, devrait avoir ça. C'est une trousse d'aide de départ pour les femmes. Oui, puis avec le côté aussi que cette conversation-là, on l'a commencé dès la grossesse, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, l'autre élément fort que j'avais pas pu mettre dans le documentaire parce qu'à un moment donné, j'étais obligée de faire des choix, mais tu sais, c'est que 2/3 des dépressions qu'on qualifie de postpartum, donc après l'accouchement, seraient en fait commencées pendant la grossesse. Puis si la dépression est diagnostiquée pendant la grossesse, donc vraiment au début, que comme je te dis, peut-être une prise de médication ou un suivi avec un psychologue, dès parce que la mère, là, elle vit déjà des choses enceinte, là, tu sais. Tout de suite, tu crées un lien, tu crées une confiance, tu crées une relation. Elle a un suivi thérapeutique pendant 6 mois, puis elle a déjà un psy pour vivre ce qu'elle va vivre après. Tu sais, là, c'est ça qu'il faut, là. C'est comme, c'est le paradis, là, pour quelqu'un qui va pas bien. Puis si quelqu'un va bien, il en a pas de besoin, puis c'est bien correct, tu sais. C'est pas pour tout le monde, puis c'est pas obligatoire, puis c'est pas fastidieux. Mais il faut qu'il y ait l'option. Il faut que ça existe. Moi, ça m'a fait remonter le souvenir de t'accouches, puis tout de suite après, il faut que tu reviennes voir ton médecin pour savoir si physiquement, tout est beau, tu sais. Puis moi, c'était comme, on examine, OK, c'est beau, bye. Puis c'était même pas ma médecin parce qu'elle était X en prise en urgence. Fait que le moment où j'aurais pu faire comme, hey, excuse-moi, là, mais ça va pas. Craquer, c'est ça. Il y a quelque chose il y a rien, il y a pas aucune porte d'ouverte. Non. Pour faire comme, wow, attends un peu. OK, t'as besoin de ça. Attends, il y a des ressources qui existent. Il y a jamais de porte vraiment ouverte pour que les femmes puissent faire comme, tu sais quoi, je pense que, je sais pas, là, mais il y a quelque chose, puis que le spécialiste fasse comme, attends, il y a des ressources, il y a du support, on peut peut-être aller chercher des choses de ce côté-là. Puis mettre de l'avant les centres de crise. Tu sais, là, je me fais écrire par tous les centres de crise. Hey, on existe, tu parles pas de nous. Je comprends, tu sais. Sauf qu'en même temps, c'est difficile de mettre de l'avant un centre de crise. Il y en a pas partout à travers le Québec. C'est pas accessible à tous. Il faut que tu rentres dans le DALO. Il y a quelque chose qui est comme brisé dans le système. Tu sais, les gens veulent, il y a de la bonne volonté, mais les affaires se passent pas. Tu sais. C'est vraiment ça que je sens. Je veux en glisser un mot parce que il y a Jean-Philippe qui parle dans ton documentaire avant de craquer. Et puis ça, c'est pour aider les gens, de l'entourage des gens, des mamans qui ont des problèmes de ce côté-là. Puis je trouvais que l'entrevue avec Jean-Philippe mettait vraiment comment moi je me dis comme, est-ce que j'impacte mon fils? Comment mon fils va me voir? Puis une des choses que j'ai beaucoup entendues dans les discussions que j'ai eues avec les femmes autour de moi, c'est quoi, je sais pas, je me sens coupable face à mon enfant parce que je veux pas l'impacter, parce que je veux pas comme le déranger de sa vie, tu sais, je veux pas l'empêcher mais je trouve que le témoignage de Jean-Philippe vient mettre un baume là-dessus, tu sais, puis de dire comme, c'est quoi que même si je vis des affaires tough,
ça veut pas dire que je suis en train de détruire la vie de mon enfant. Tu sais, ça va loin, mais non, mais t'as raison. Puis tu sais, c'est comme tout. Moi, j'ai des amis qui se sont séparés récemment, complètement bouleversés. Je veux pas impacter mon enfant. Ça pleure, ça vit des grosses émotions. Puis t'as envie de dire, ben c'est ça votre histoire, tu sais. Puis ça veut pas dire que ton enfant va en souffrir. Peut-être que même tu vas l'alléger de certaines choses, tu sais. Puis là après ça, une maman ou un papa qui a un problème de santé mentale, ça veut pas dire que tu vas être un mauvais parent, tu sais. Au contraire, tu seras peut-être quelqu'un d'une ressource plus profonde, tu as des ondes différentes, tu as d'autres choses à offrir, tu sais, c'est d'enlever cette espèce d'imaginaire de perfection, de performance, de parentalité qui est parfaite. On est toutes poquées, on peut-tu l'accepter? Ouais. On est toutes poquées, puis on fait du mieux qu'on peut, puis on essaye. Vraiment, moi, je le crois, là, toutes mes voisines, mes voisins, on essaye d'être des bons parents, mais on est poche par bout, on est toutes poches par bout, peu importe notre histoire. Puis ça, c'est correct. Il faut se donner cet espace-là. Ça file pas en dedans, mais crime, je fais de mon mieux. Puis je le fais vraiment avec toute la volonté puis toute la sincérité, mais j'ai des limites. On a des mauvaises journées, on a des bonnes journées. Puis dans la parentalité, puis nos enfants, c'est la même chose. Soyons empathiques envers nos enfants. Des fois, ils ont des journées poches, puis je le vois, là, je vais les chercher à l'école, puis là, je fais « Oh, ça n'a pas bien été. » Puis là, OK, là, ce soir, on va être dans de la douceur, dans de la... parce que tout le monde le vit, mais tout le monde a ses bobos, puis il y a personne qui peut savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va aller vers un côté ou vers l'autre. Absolument. Qu'est-ce que tu veux faire là avec ce documentaire-là? Est-ce que tu dis je fais une suite, ou je le laisse vivre? Qu'est-ce que tu ressens de ce côté-là? Ben en fait, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a comme une conversation, puis c'est drôle parce qu'on est dans un mode podcast, mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans peut-être faire vivre les témoignages dans cet univers-là, parce que moi, je capote sur le podcast, j'en consomme, j'en ai fait, tu sais, puis je trouve que c'est un univers qui est tellement riche, puis c'est une intimité incroyable, là, tu sais, on met nos écouteurs, puis on est comme, c'est notre moment, là, tu sais, moi, c'est toujours ça que j'adore faire, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de cette parole-là, parce que les témoignages puis les conversations sont riches. Après ça, est-ce qu'il y aurait une suite à faire de documentaire? Je pense que oui. Le problème que je vais avoir en toute honnêteté, c'est que Belle Cause, à chaque année, ils décident de faire un angle, tu comprends-tu? Fait qu'ils vont pas reparler l'année prochaine de santé mentale périnatale, puis c'est correct, c'est leur pitch. L'année d'avant, c'était des chanteurs qui parlaient de santé mentale. L'année d'avant, c'était sur l'anxiété de performance. Ils ont vraiment toujours un angle. Fait que il y a comme pas d'espace pour ça. Mais est-ce que c'est transformer ça dans une série ou tout ça? Là, je suis encore en mode accouchement. Parce que ça vient d'arriver, en mode écoute aussi, parce que je vois vraiment des lumières dans les yeux de tout le monde quand on en parle. Fait que je me dis, Caroline, il y a quelque chose là. Je ne sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose d'autre. Ça sera pas la dernière fois que je vais parler de tout ça, en tout cas. Ça, c'est ça. La cause des femmes, ça a toujours été au cœur de ma vie. Je suis quelqu'un qui veut changer les choses. Fait qu'on dirait que c'est comme... il y a comme, c'est ça, là, tu sais, tout s'imbrique ensemble, là, de façon un peu, il y a quelque chose d'au-dessus de ma tête, là, des fois, c'est ça l'image que j'utilise, là, que c'est au-delà de moi, puis que je vais suivre le chemin, tu sais. C'est un peu ésotérique, là. Non, j'adore. T'écoutes ton chemin, dans le fond. Oui, c'est ça, exact. Parfait, ça. Puis, ben, écoute, tu viens de dire le mot féministe, puis la chose que je dois te dire, et puis c'est peut-être que tu es tannée de l'entendre parler, mais je me suis dit, écoute, j'ai la possibilité de te dire, alors moi, je dois absolument te dire merci pour les intrépides. Ah, ben mon Dieu, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Puis pourquoi? Parce que je me suis fait cette réflexion-là avant l'entrevue. Je me suis dit que tu étais la première fille à la télé, en tout cas pour moi, dans mon imaginaire, qui était donc badass. Ouais. Puis que, avec mes sœurs, nous autres, on jouait dans le bois avec les walkie-talkies, puis on jouait aux intrépides. Puis on voulait tout être toi, puis on faisait comme, qu'est-ce qu'elle faisait donc dans les émissions? Écoute,
combien de fois qu'on a joué aux Intrépides, je sais plus combien de fois je peux te dire. Et là, tu fais des podcasts parce que c'était les C'est les Intrépides! Les podcasteurs, comme tout le monde dit, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit. Que tu es dans l'imaginaire de combien de femmes maintenant Ouais. qui ont vu comme première fille badass à la télé, qui faisait des affaires, là. Tellement cool. C'était comme une nouvelle imaginaire pour moi, puis je voulais te dire merci. Mais c'est tellement comme en avance sur son temps. Tu sais, il y a 30 ans, tu sais, je m'en rappelle là, quand ils avaient envoyé le breakdown, là, tu sais, l'information du personnage, puis tout ça, puis que ma mère, elle m'avait lu ça parce que c'était de même qu'on faisait ça. Et là, c'est une fille, il y avait même, j'étais supposée d'être une lanceuse de couteaux. J'avais 1000 affaires en moi, là, finalement, ça n'a pas été aussi... je pense que les couteaux n'ont pas passé à Radio-Canada, ils trouvaient ça un peu intense, mais moi, je vais pitcher des couteaux, ça va être débile, tu sais. Fait que, ah non, c'est vraiment hot. Puis, en ce moment, c'est encore à la télé. Les jeunes d'une nouvelle génération, mes filles l'écoutent. Puis, ils sont comme captivés par ce pouvoir-là d'une femme qui se pète la gueule, qui se relève, puis qui a jamais peur de rien. Tu sais, c'était vraiment une top, Julie, là. Vraiment. C'était Tom, la moumoune, là. C'était toujours lui qui ralentissait le groupe, là, tu sais. Parce que c'était Julie qui était toujours la leader, puis lui, il était là, il se posait des questions, puis il était plus l'intellectuel. Tu sais, c'était vraiment un duo intéressant sur une... Puis tu sais, mon chum, on se disait ça, tu sais, on avait une nounou, c'était un gars, puis c'était un Asiatique. C'est-tu incroyable? Il y a 30 ans, tu sais. Puis ma mère était trop occupée, elle travaillait, elle se promenait à travers le monde. C'est vrai. Tu sais, c'est incroyable. Il y a 30 ans, c'était là, le féminisme pur et dur dans les Intrépides. Mais écoute, ça aura marqué une génération jusqu'à moi aujourd'hui qui te parle et qui a l'occasion de te le dire. Puis je suis vraiment contente d'avoir ce moment-là avec toi. Ah, merci, ça me fait vraiment plaisir. Écoute, le temps file, puis je veux vraiment te poser mes dernières questions de podcast que je pose à tout le monde. Des petites questions, si tu n'as pas de réponse, pas grave, on passe à la prochaine question. Je veux savoir, pourquoi as-tu la gratitude aujourd'hui? Mon chum, d'avoir trouvé mon partner, mon meilleur ami, la personne qui me fait le plus rire puis qui me donne le plus de courage. Ça, là, j'en reviens pas encore. 15 ça fait combien de temps? Oui. 15 ans. 15 ans ensemble. Ouais. Le meilleur conseil que tu as eu? Je doute beaucoup, puis je me questionne beaucoup. Puis là, j'essaie de moins le faire, puis d'avoir confiance en mon feeling. Puis ça encore, c'est mon chum qui m'a dit, tu le sais au fond de toi, aie confiance, cette petite voix-là. Puis je pense que c'est ça qui fait toute la différence, tu sais, parce que sinon, on peut être vraiment étourdi, là, tu sais, par tout ce qui se passe dans toutes nos têtes. Oui, c'est ça. Le moment dont tu es le plus fier? Ben là, j'avoue que je suis encore sur une grosse balloune de quand je me suis assise puis que le documentaire sur lequel j'ai travaillé depuis 3 ans était à la télé puis je touchais pas à terre, j'en revenais pas, je trouvais ça beau, je trouvais ça touchant. Puis après ça, ben j'ai eu tellement des beaux messages, fait que là, je suis vraiment, vraiment fière de ça. Es-tu surprise la réponse des médias qui en ont vraiment parlé de partout? J'aurais jamais imaginé quelque chose de même. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, je sais que j'ai un capital de sympathie. Je sais que je suis une invitée qui est intéressante à avoir sur un plateau. Tu sais, je suis quand même lucide par rapport à ça, tu sais. Mais faire tous les grands plateaux pour un documentaire de santé mentale périnatale, j'aurais jamais pu l'imaginer. Jamais. Est-ce que tu utilises un outil durant ta journée qui t'aide à faire ce que tu fais? J'allais dire boire beaucoup trop de tisane. Ce serait mon outil. Je suis une buveuse de tisane compulsive. Je me promène avec mon thermos. Mes filles me niaisent tout le temps. Puis je bois de la tisane. Je bois de la tisane. Est-ce que tu lis un livre en ce moment? Je lis un livre qui s'appelle « Suis-je hypersensible ». C'est de la pop psycho. Il vient de sortir. Et c'est tellement intéressant, c'est tellement bien écrit. C'est un psychologue français qui a écrit ça. Fait que je suis à la moitié de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Ah, c'est beau, là. C'est comme une image incroyable. Quand j'ai vu ta demande, là, j'étais comme, mais quel titre! C'est tout pour moi. C'est parce que je vois tout de suite Jeanne d'Arc, là. On dirait, là, tu sais, je vois tout de suite ça, là. Puis ça, j'adore cette image-là. Ouais. Puis je vois en même temps de la souffrance, puis de la vulnérabilité, mais en même temps de la volonté. Tu sais, pour moi, c'est une image très, très forte. Bravo d'ailleurs pour ce titre. Ah, j'adore ton image de Jeanne d'Arc. Première fois que je l'entends, puis ça me touche beaucoup. Là, maintenant, est-ce que tu prends du repos, tu t'apaises, tu travailles sur d'autres choses? Qu'est-ce qui se passe?
Je continue de faire des collaborations à Radio-Canada, donc à Culture Club, puis à Plus on est de fou, plus on lit. C'est pour ça que je lis ce livre-là. D'ailleurs, je fais la chronique de Pop Psycho. Je suis comme dans un moment, comment je le qualifierais? Un moment où j'ai beaucoup de monde qui veulent me parler. Fait que c'est un moment agréable, puis on va voir où ça va me mener. Parfait. Ça, écoute, profite de ce beau nuage-là. Ouais. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut que tu en profites. Hein. Exact. Génial. Merci beaucoup, Jessica, pour ton temps. C'est vraiment un plaisir de te parler. Bye. Bonne fin de journée. Ouais, on est déjà rendu 3 heures. Bonne fin de journée. Je m'en vais chercher mes enfants. Moi aussi, ça s'en vient. Bye. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.